Quand vous cherchez un cofondateur, arrêtez de le chercher. Faites des choses avec des gens. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe. Et on va parler de l'équipe en 3 temps. D'abord, on va parler de l'équipe en tant que cofondateur. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver un cofondateur, etc. Ensuite, on va parler de l'équipe avant le product market fit, enfin, plutôt avant d'avoir vraiment les moyens. Et on va parler de l'équipe at scale quand on a vraiment quelque chose qui tourne. Alors, les premières personnes avec qui on va travailler, c'est ces cofondateurs. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner un message très simple à propos des cofondateurs. Je ne sais pas pourquoi le conseil qu'on donne toujours aux entrepreneurs, c'est de trouver des cofondateurs complémentaires en disant si tu es un tech guy, trouve un biz guy ou un mec du design. C'est un conseil très étrange qui est donné par tout le monde. Vous allez dans n'importe quel incubateur, VC, je ne sais pas quoi. C'est le conseil le plus structurant que j'entends le plus souvent. Et c'est un conseil qui est fondé sur 2 choses. D'abord, empiriquement, c'est faux. J'aimerais bien savoir dans Larry Page et Sergey Brin, lequel des deux est le mec complémentaire. Si vous regardez la plupart des boîtes de The Family, c'est fondé par des mecs qui ont la même gueule et qui se ressemblent. C'est très rarement fait par des mecs qui s'associent malgré les barrières. Et puis la deuxième chose, c'est que non seulement empiriquement c'est faux, mais c'est surtout très dangereux comme conseil parce qu'on ne comprend pas ce qu'est un cofondateur. Un cofondateur, ce n'est pas une compétence technique. Un cofondateur, c'est un soutien moral, psychologique, énergétique, de confiance qu'on va garder pendant toute la vie de sa boîte. C'est un peu comme quand on fait un enfant, son partenaire, c'est pas... personne ne s'est jamais dit, bon, bah, moi je suis un pro des couches, toi tu es un pro des petits pots, et donc il faudrait qu'on fasse un bébé ensemble, parce que je pense que tous les deux, franchement, on va assurer, quoi. Non, personne pense comme ça, en fait. Quand vous avez un enfant, vous êtes sur le même bateau et que même s'il y en a un qui est meilleur au petit pot et un qui est meilleur aux couches, les choses peuvent se faire naturellement, en fait. Et donc, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que quand vous avez dans une équipe cofondatrice, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des spécialités différentes. Évidemment que dans l'idéal, il y a un type qui fait la tech, un type qui fait le commerce, un type qui fait le design. Ça, c'est idéal. Mais la question, c'est est-ce que les compétences sont un choix de premier ordre ou un choix de second ordre? Et évidemment que les compétences sont un choix de second ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les compétences sont culturellement marquées. On va prendre la compétence qui fait rêver tout le monde et 80% des gens que je rencontre, à savoir les devs. Tout le monde vient me voir et me dit « j'ai une super idée, c'est génial, j'ai une idée incroyable, elle vaut des milliards. Par contre, il faudrait que je trouve un dev pour la développer. » C'est une question vraiment étrange pour 3 raisons. D'abord, le stock de dev, il est en rupture. On n'est pas dans un marché où il y a beaucoup de devs. Et si vous regardez le stock de devs, qu'est-ce qu'il y a dans les devs? Dans les devs, il y a les mecs qui ont leur propre idée, qui créent leur propre boîte en attendant personne. Donc déjà, il y a tous ces mecs-là, donc vous les enlevez. Ensuite, il y a tous les mecs qui vont travailler chez Facebook, Google, Payfit, Algolia. Je crois qu'Algolia, cette année, ils embauchent 100 devs. Payfit, ils en embauchent 50. Side, ils en embauchent 30, etc. Okay, donc, il y a tous ces mecs-là qui sont plus sur le marché. Et vous voulez prendre le stock restant, ne pas leur offrir de salaire, et leur dire, c'est génial, je vais te donner des parts. Et en plus, la plupart du gens, vous voulez leur donner 10% de votre boîte, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a des mecs qui trouvent des devs comme ça. Et pourquoi dans 100% des cas, ça ne marche pas? Parce que le seul dev qui peut accepter un deal pareil, c'est un tocard. Et donc, en fait, vous faites de l'anti-sélection. Vous finissez par aller trouver le seul mec dont personne ne voulait. Il n'a pas d'idée, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas trouvé de travail, personne ne veut de lui en freelance, donc il finit sur votre projet en cofondateur à 10%. Alors soit parce qu'il n'est pas bon techniquement, soit parce qu'il a des vrais problèmes de confiance en lui ou des vrais problèmes sociaux, ce qui va souvent le cas avec les devs. Et parlons de ça, de cette réalité dans la pièce.
Les devs ne supportent pas les humains. C'est connu. Les devs, ça ne peut pas blairer les humains. Pourquoi? Parce qu'ils sont devs. Déjà, pour être dev, en étant un mauvais ex-dev, je peux vous dire que c'est horrible d'être dev. Vous passez votre journée devant un écran, vous faites des trucs, vous êtes trop fiers de vous, et après, des utilisateurs l'utilisent n'importe comment. Vous savez pourquoi tous les devs deviennent parano? Parce que vous tous. Il y a pas, quand on développe un truc, on finit forcément parano parce qu'un jour c'est utilisé par des humains et les humains ils font n'importe quoi avec votre truc. Vous faites un truc où les gens sont censés choisir un chemin et puis là les mecs se disent tiens si je clique là, que je fais ça avec le truc, ah tiens ça marche pas. Ah tu n'y avais pas pensé à ce cas-là hein. Non c'est tellement con que j'y avais pas pensé. Et donc ensuite les devs qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent complètement paranoïaques. Ils essaient de penser à tous les cas. Et ça a des impacts culturels. La personnalité des gens bons en sciences n'est pas la personnalité des gens bons en lettres, qui n'est pas la personnalité des gens bons je sais pas quoi, en physique, qui n'est pas la personnalité des gens bons en musique. Les savoirs ont un impact culturel sur qui vous êtes. Le type de personnalité que vous avez définit le type de compétences techniques que vous pouvez acquérir. Et le type de compétences techniques que vous allez acquérir ont un impact sur le type de personnalité que vous avez. Si vous êtes du genre introverti et que vous passez toute la journée derrière un écran, ça n'aide pas. Vous êtes un peu plus introverti. Si vous êtes du genre extraverti et que vous passez toute la journée derrière un écran, en général, vous y passez moins d'heures que le mec introverti. Donc, vous êtes moins bon. Résultat, à la fin, les meilleurs, ils sont quoi? Ils sont plutôt introvertis. Et les meilleurs qui ne sont pas des devs, ils sont plutôt extravertis. Prenez l'exemple inverse. Vous êtes un commercial. Vous êtes introverti. C'est un enfer. C'est un cauchemar d'être commercial en étant introverti. Vous imaginez, vous allez parler à un mec, vous ne vous sentez pas bien. Vous devez lui raconter une histoire pour vendre un truc. Ce n'est pas tout à fait exactement les faits, la réalité, et exactement les détails de ce qui le concerne. Mais personne n'achète un truc comme ça. Les gens achètent parce qu'il y a une bonne histoire, qu'à un moment, tout acte de vente est une mini-arnaque. Enfin, il y a un moment où vous avez besoin que le type, il visite un appart atypique, il trouve ça charmant, il y a une verrière, il ne sait pas qu'à chaque fois qu'il pleut, il faut mettre 10 seaux. S'il savait qu'à chaque fois qu'il pleut, il faut mettre 10 seaux, peut-être qu'en fait, il ne l'aurait pas pris, sa verrière atypique. Mais est-ce que quand vous êtes vendeur, le mec rentre, imaginez, le mec rentre, il dit « Oh, c'est charmant cette verrière ». Alors, il faut que je vous dise 3 choses. L'été, il fait très chaud sous la verrière. L'hiver, il fait très froid. Et à l'automne et au printemps, quand il pleut, ça fuit. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez la verrière? Ah ouais, ouais, peut-être pas. Et donc, vous ne pensez pas vraiment au downside. Mais si on vous présente le downside et l'upside tout de suite, de facto, et avant de commencer, évidemment que vous avez tendance à réfléchir et que vous avez tendance à ne pas prendre la décision. Donc quand vous êtes un vendeur, vous avez besoin de faire ce chemin aux gens, vous avez besoin d'être un petit peu agressif, légèrement, vous avez besoin d'entraîner la conviction et vous avez besoin d'amener des gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait autrement. Et ça, en fait, c'est le point pour lequel c'est tellement dur de s'associer à des gens qui ne nous ressemblent pas. La probabilité, quand vous êtes dev, de vous associer à des gens qui ne soient pas des ingénieurs, elle est très faible. Et même le commercial devrait être un ingénieur. Et souvent, l'erreur que les entrepreneurs font, c'est d'avoir des espèces de modèles parfaits en tête qui n'existent pas. Vous ne pouvez pas vivre dans une fiction. Vous devez vivre dans la réalité. Il y a des choses où vous avez des points forts, vous avez des choses où vous avez des points faibles. Vous pouvez vous appuyer sur vos points forts, il faut que vous ignorez vos points faibles. Et la constitution de votre équipe fondatrice, elle s'appuie là-dessus. Alors, qu'est-ce qui est important quand on cherche un cofondateur? Ce qui est important quand on cherche un cofondateur, c'est que la décision de cofondateur, elle est plus importante que n'importe quelle décision de couple que vous prenez. S'il y a des gens ici qui ont des cofondateurs, vous savez très bien que vous passez plus de temps avec lui qu'avec n'importe qui avec qui vous êtes en couple. Donc, la première chose, c'est que vous devez vous sentir bien. Beaucoup trop de gens ont des histoires de cofondation artificielle qui sont fondées sur la raison. Pourquoi les mariages de raison, ça finissait souvent en catastrophe? Vous savez, il y a une époque pas si lointaine où on mariait les gens pour des raisons économiques, familiales, de prestige, de pouvoir, etc. Pourquoi ça finissait mal? Parce qu'on pouvait vous marier à un psychopathe, on pouvait vous marier à des gens qui faisaient n'importe quoi.
comme ce n'était pas le critère, on vous demandait, surtout aux femmes d'ailleurs, de la fermer et de supporter. Et pendant des siècles, les mariages de raison ont été la norme. Et puis est arrivé le romantisme contemporain, Roméo et Juliette, Tristan et Iseux. On a raconté aux gens l'histoire qu'il était possible d'être en harmonie avec quelqu'un, de trouver l'amour et d'avoir une vie intéressante. Et bien c'est exactement la même chose avec votre cofondateur. C'est que finalement, by the way, c'est pour ça que j'adore les cofondateurs couples, dédicace, parce qu'en fait, ils ont déjà prouvé que l'essentiel était derrière eux. Tout le monde vous dit « Ah là là, ils sont en couple, c'est dangereux, s'ils rompent… » Bah oui, mais en même temps, s'ils sont en couple et qu'ils rompent, bah, de toute façon, la boîte, elle sautera, autant que s'ils ne sont pas en couple et qu'ils rompent. Et au moins, quand ils sont en couple, quand c'est solide, c'est plus solide. Bon, c'est sûr que quand c'est faible, c'est mort. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est d'aller pour l'upside, mais pas pour le downside. Donc, vous devez trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie de passer beaucoup de temps. Parce que le secret d'une relation cofondateur réussie, c'est que vous avez vraiment envie de passer tout votre temps avec votre cofondateur. Moi, je peux passer des semaines à rien faire avec Alice et Nicolas. Ça fait 5 ans qu'on est cofondateurs et ça fait 5 ans qu'on est amis comme si c'était le premier jour. Parce qu'il y a quelque chose entre nous de personnel. C'est pas pour leurs compétences que je me suis associé à eux. Je me suis associé à eux parce qu'ils ont quelque chose que j'apprécie, ils ont une énergie qui fait que je me sens bien. Et donc, le deuxième critère, c'est que non seulement vous devez apprécier passer du temps, mais surtout, vous devez être en absolue confiance. Alors, il y a un test que j'aime beaucoup faire avec nos équipes, ça s'appelle le test du portefeuille. Est-ce que vous êtes prêts à filer pour de vrai votre portefeuille, vos comptes en banque et toute votre vie à votre cofondateur? Et d'être détente à l'idée qu'il ne va rien en faire de catastrophique ou de mal. Vous donnez le code, vous donnez tout ça. C'est ça, en fait, une relation cofondatrice. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des moments dans l'histoire de la boîte où votre cofondateur devra prendre des décisions pour tout le monde. Et ce jour-là, si vous n'êtes pas en confiance absolue, ça ne marche pas. Quelles sont les pires équipes cofondatrices? C'est les équipes où vous avez besoin de parler à tous les cofondateurs pour prendre une décision. Et qu'il y a du débat entre eux, et qu'il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre, etc. Une bonne équipe cofondatrice, c'est une équipe dans laquelle un des membres peut prendre une décision avec laquelle aucun des autres membres est d'accord, et on n'en discute même pas. Ça peut paraître dingue, mais c'est la meilleure façon de fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est une façon de fonctionner qui s'appuie sur les forces de chacun et qui fait qu'on va plus vite. Si vous êtes 3 cofondateurs ou 2 cofondateurs et que ça signifie que pour chaque décision, vous avez besoin de 2 ou 3 fois plus de temps, votre boîte, elle est morte. Si vous êtes 2 ou 3 cofondateurs et que ça signifie que vous pouvez faire 2 à 3 fois plus de choses et que dans 80% des cas, vous êtes d'accord et que dans 20%, vous ne l'auriez pas fait comme ça vous-même, mais vous vous en foutez parce que ça avance et parce que vous êtes en confiance, là, vous avez une boîte extraordinaire. Souvent, les gens me félicitent pour des trucs que je n'ai pas fait dans The Family. Ou félicite Alice pour des trucs qu'elle n'a pas fait, ou Nicolas pour des trucs qu'il n'a pas fait, ça nous fait toujours rire. Parce qu'en fait, les gens imaginent vraiment qu'on est au courant de ce que les autres font. J'ai aucune idée. Moi, quand Nicolas il fait des trucs, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Quand Alice elle fait des trucs, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Et d'ailleurs, je m'en fous fondamentalement. Et c'est parce que je m'en fous que ça va vite. C'est parce qu'on a chacun nos responsabilités, qu'on a chacun notre drive, et que la somme des 3 est hyper puissante. Beaucoup plus que ce besoin permanent de ça. Et la confiance, c'est important parce qu'il y aura toujours des moments où vous devrez prendre des décisions essentielles. Par exemple, rien de pire que les levées de fonds négociées avec plusieurs cofondateurs. Vous voulez rater votre levée de fonds? Allez la négocier à plusieurs. Parce que c'est simple. Hein. S'il y a 2 mecs autour de la pièce ou 3 mecs, il y en aura toujours un pour jouer contre les autres. Il y en aura toujours un pour être plus froid que les autres. Il y en aura toujours un pour dire la bêtise que les 2 autres n'auraient pas dit et de donner en fait des cartes infinies aux cofondateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les investisseurs disent « venez en équipe ». Ça, c'est un vrai piège, ne tombez jamais dedans. Vous y allez seul. Il y a un responsable de la levée de fonds, il assume, il l'a réussi, il la rate, il la rate. C'est pas grave, vous êtes sur un bateau. Et il y a plein d'histoires comme ça. Par exemple, il y a quelques années, j'ai une amie qui a un de ses cofondateurs qui a fait une erreur monumentale qui leur a coûté 250 000 € d'URSSAF, d'amende d'URSSAF. Et évidemment, tout le monde lui a dit « c'est une honte, il faut que tu vires machin, c'est une erreur inacceptable ».
Et elle a dit, OK, donc on le vire et il nous rembourse toutes les fois où il nous a fait gagner 250 000 euros. OK, je ne me suis pas occupé de ce sujet. C'était sa responsabilité. Il a foiré. Est-ce que si j'avais contrôlé ce qu'il faisait, il n'aurait pas foiré? Sans doute, peut-être que je l'aurais vu. Peut-être que je ne l'aurais pas vu. Mais quel est le coût de faire ça à chaque fois? Eh bien, le coût de faire ça à chaque fois est bien supérieur au downside d'assumer qu'un de vos cofondateurs, un jour, fera une connerie qui coûtera très cher. Parce qu'on ne peut pas éviter les conneries. On finit tous par faire des conneries. Et ce qui est important, c'est pour ça que la confiance, c'est le socle des cofondateurs, c'est que si vous êtes en confiance, vous avez l'impression de trouver ce qui ne va pas. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que comme ce n'est pas fondé sur la compétence, et que la compétence c'est un critère de second ordre, il y a le sujet de l'inégalité entre le CEO et les autres. L'avantage d'être CEO d'une boîte, c'est que c'est un boulot flou. CEO, personne ne sait vraiment ce qu'ils font. Ils peuvent ne rien faire et être utiles quand même. C'est la beauté d'être CEO. Si vous êtes CTO, ce n'est pas possible. Si vous êtes le cofondateur CTO, vous avez besoin d'être le meilleur dev. Et donc, il y a toujours un jour où en fait vous êtes capable, si la boîte est un gros succès, d'embaucher des gens qui sont meilleurs que vous. Et là commence cette transition hyper délicate qui est comment on fait pour rester un cofondateur dans une boîte où le cofondateur a embauché que des gens qui sont meilleurs que lui. Et ça arrive dans plein de boîtes, surtout les boîtes d'autodidactes. Vous savez, vous avez des mecs, ils bricolent, ils sont forts, ils créent des trucs. Et puis la boîte, elle cartonne, elle lève des fonds, et puis le type, il embauche un responsable de A, un responsable de B, un responsable de C, puis les trois responsables trouvent que le cofondateur, il n'est pas très bon, et il est même en fait gênant, parce qu'il est dans leurs pattes, etc. Et dans ces moments-là, vous avez deux types de cofondateurs. C'est les cofondateurs qui détruisent les boîtes, les cofondateurs qui font grandir les boîtes. Les cofondateurs qui détruisent les boîtes, c'est ceux qui le prennent comme une histoire d'ego, et qui pensent que leur job dans leur boîte est garanti parce qu'ils sont cofondateurs. Et ça, c'est terrible, parce que quand vous êtes cofondateur d'une entreprise, vous devez vous vivre plus comme un actionnaire de cette entreprise que comme un employé de cette entreprise. Ça, c'est un drame franco-français. Il y a beaucoup moins ce genre de problème aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, d'abord, on peut se faire virer du jour au lendemain, et on a l'habitude de se faire virer au jour au lendemain, et donc on n'a pas l'impression de se transformer en syndicaliste dès qu'on a un problème au travail. En France, on a une culture où la plupart des cofondateurs pensent que leur valeur dans l'entreprise, c'est le travail qu'ils fournissent à cette entreprise. Ce qui est complètement ahuri. Quand vous êtes un entrepreneur, vous devez d'abord vous vivre comme actionnaire. Et vous devez vous poser cette question fondamentale. Est-ce que vaut mieux que ce travail soit fait par moi ou quelqu'un qu'on paye? Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mes actions? Évidemment qu'au moment où vous êtes un entrepreneur, quand vous devez raisonner en vous disant à quel moment, qu'est-ce que je peux faire pour valoriser la valeur des actions que j'ai dans cette entreprise? Et qu'est-ce que je peux faire pour donner le meilleur à cette entreprise? Si je ne suis plus la bonne personne, je dois me retirer. Et nous, on le voit dans The Family, parce qu'on gère tous les ans des transitions de cofondateurs. C'est incroyable comme à ce moment-là, la personnalité et le rapport au travail changent tout. Si vous êtes du genre à croire que tout ça est une question de travail aux 35 heures, vous prenez un avocat, vous faites des procès, vous commencez à vous engueuler avec vos cofondateurs. Et pourquoi? Parce que fondamentalement, il n'y avait pas de confiance au début. Si vous avez compris fondamentalement que vous êtes là, non pas parce que vous êtes compétent, mais simplement parce qu'il n'y a personne d'autre, et que vous êtes la première brique d'une maison qui vous dépassera peut-être, si vous arrivez à ne pas avoir ce rapport d'ego et à mettre l'entreprise en avant de mettre vos propres intérêts, vous pouvez construire des histoires extraordinaires. Et en fait, c'est là où le jeu en tant que cofondateur et en tant qu'équipe passe par le fait de se réinventer en permanence. Le travail qu'on faisait dans The Family en tant qu'équipe fondatrice la première année n'est pas le travail qu'on fait maintenant. Mais il faut apprendre à être en transition, à donner le meilleur de soi-même, à obtenir des nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses, à être toujours dans l'apprentissage, parce qu'il y a des choses que personne d'autre que le fondateur peut faire. La représentation publique, c'est quelque chose qu'un fondateur incarne toujours mieux que n'importe quel employé. Le fait d'être capable de recruter des gens, d'être le RH. Le RH, ça devrait être un rôle des cofondateurs
quand les boîtes ont du succès. Par exemple, un des trucs que j'explique souvent aux CTO qui se font dépasser, ok, tu as maintenant un VP Engineering qui est meilleur que toi, arrête de coder, arrête de faire semblant que tu es un bon dev. La preuve, tu en as embauché 10 qui sont meilleurs que toi. Mais par contre, va convaincre les 10 meilleurs devs de rejoindre ta boîte. Parce qu'il n'y a rien de plus impactant qu'un cofondateur qui passe 2 heures pour convaincre quelqu'un de rejoindre une boîte. Et pourtant, les gens préfèrent déléguer ce genre de fonction en disant « Oh, ben c'est le rôle de je sais pas quoi » et garder des fonctions opérationnelles qui ne devraient pas être leur rôle. Si vous raisonnez en tant qu'actionnaire et pas qu'en tant qu'employé, vous voulez faire les actions qu'aucun employé ne peut faire. Et donc, tout le sujet et toute la question, c'est comment vous faites pour suivre ces rôles-là. Et ça marche mieux quand au début, il y avait une grande entente, une grande complicité, un grand amour entre les cofondateurs. Et beaucoup trop d'équipes, moi je le vois à The Family, il y a tellement de gens qui apply, vous leur dites mais comment vous vous connaissez? Ah, on se connaît depuis 3 mois, on s'est rencontrés à un meet-up, meet your co-founder, il est trop fort en code. Et alors, moi, by the way, j'adore les non-devs qui parlent des devs. C'est une grande passion dans ma vie, ça. Hein. C'est écouter un non-dev parler d'un dev. Puisqu'en général, il dit des trucs qu'il croit trop impressionnants, mais le mec dev sait qu'il est en train de se faire arnaquer. Récemment, il y a un mec qui me dit « Ouais, le mec, il est trop fort, il a travaillé à la NASA sur des simulations, et maintenant, il fait le front-end de mon site internet. » T'as déjà vu une interface de la NASA? Moi, je ne ferais pas confiance. Hein. Je me sens pas rassuré. Et en fait, le mec était stagiaire à la NASA pendant 3 semaines. Enfin, c'est classique, cette histoire, en fait. Pourquoi? Parce que les non-devs ne savent pas juger les devs. Donc, moi, je conseille souvent aux gens business de leur dire « Faites des business où le corps n'est pas le dev. » Et aux gens dev, faites des choses dont le corps est le dev. Allez là où vous êtes fort. Appuyez-vous sur vos points forts. Pensez leverage, pensez asset. Vous êtes le premier asset de la boîte. Vous êtes le premier actif de la boîte. Vous êtes sur quoi tout le reste va se construire. Et donc, il y a des choses que vous allez comprendre et il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Vous voulez, par exemple, prenons une équipe comme Side. 3 HEC et un dev. Pourquoi ça cartonne? D'abord parce que le dev, il n'était pas réellement dev. Avant d'être dev, il a fait plein de trucs. Et donc, il est devenu dev sur le tard en faisant 42. Donc, ça, c'est une situation idéale. Et les mecs qui ont fait HEC, ils ont appris à coder, ils ont appris à designer, ils ont appris à faire du produit. Et donc, il y a une cohésion d'équipe incroyable. D'ailleurs, si vous regardez leur gueule aux 4, là, ils se ressemblent. Alors ça, c'est un de mes critères secrets, je ne devrais pas le dire, mais moi, j'ai tendance à ne jamais faire confiance aux équipes fondatrices où physiquement, il y a trop grande différence de style entre les gens. Vous savez pourquoi? Parce que la mode, c'est un message, et que si vous envoyez un message contradictoire, vous ne pouvez pas vous comprendre au niveau le plus intime. S'il y a un mec super dans la mode et un mec pas du tout dans la mode, et ils s'associent ensemble, ça ne s'appelle pas une association. Ça finit toujours mal, c'est évident. Parce que ça veut dire qu'ils n'accordent pas la même importance à quelque chose de très intime. Ça peut paraître complètement dingue, vous allez vous dire, mais le type, il est complètement fou, mais en fait, on devrait choisir un cofondateur comme ça. Et on devrait assumer que son cofondateur a des problèmes et des manquements techniques qui seront remplacés par les employés. Et c'est ça la différence entre un employé et un cofondateur. C'est même pas une histoire d'equity, by the way. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'equity à des employés. Par exemple, souvent, récemment, il y avait quelqu'un qui me disait « mais on ne va pas donner tant de pourcentage à quelqu'un ». Je racontais cette histoire. Quand Eric Schmidt a rejoint Google, Eric Schmidt n'a jamais été le fondateur de Google. Les fondateurs de Google, c'est Larry Page et Sergey Brin. Mais quand Eric Schmidt a rejoint Google, Google avait quelque chose comme 1000 employés et gagnait 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est une petite boîte, quoi. Une petite PME dans les standards américains. Et ils lui ont donné 10% de la boîte. J'ose imaginer la conversation en France. Je la vois d'avance, la conversation en France. Genre, mais attends, on fait 1 milliard de chiffre d'affaires. De toute façon, en France, il serait arrêté 1 milliard, en fait. Déjà, ils auraient trouvé ça accidentel de faire 1 milliard. Sheryl Sandberg, quand elle a rejoint Facebook, alors Facebook n'était pas du tout rentable, ils n'avaient pas de business model, mais ils avaient déjà 800 employés et levé quelque chose comme 800 millions ou 1 milliard. Petite boîte, quoi.
et ils lui ont donné 15% de Facebook. Mark Zuckerberg, à l'époque, avait 23% de Facebook. D'accord? Et la boîte, elle avait 4 ans et demi. Donc vous avez un fondateur qui a 23% de la boîte et qui donne 15 à une nana qui rejoint 4 ans et demi et il trouve ça normal. Imaginez le rapport qu'on a à l'equity en France après ça. Genre oui, attends, 1%. Mais pourquoi? Donc évidemment, Sheryl Sandberg, c'est pas Jojo le clodo. Bon, elle a derrière elle une carrière incroyable. Elle a vraiment un apport extraordinaire. Mais des gens comme ça, en fait, il y a plein d'histoires comme ça. Donc c'est pas une histoire d'employé. Cofondateur, c'est une histoire de est-ce que vous avez quelqu'un dans la pièce à qui vous pouvez faire confiance contre vent et marée? Est-ce que vous avez quelqu'un dans la pièce où quand il y aura des décisions très dures à prendre et que c'est des décisions que seul un fondateur peut prendre, vous pouvez compter sur lui? Est-ce qu'un cofondateur, c'est quelqu'un quand vous êtes déprimé, vous pouvez lui parler honnêtement de votre déprime? Vous ne pouvez pas parler honnêtement de votre déprime avec un employé. Si vous avez des problèmes personnels très graves dans la boîte, vous ne pouvez pas en parler réellement à votre équipe. Vous pouvez être transparent avec votre équipe, mais si vous commencez à paniquer votre équipe avec vos états d'âme permanents, ce serait une catastrophe. Et c'est pour ça que les boîtes où il y a des cofondateurs, ça fonctionne mieux que des boîtes où on est solo-fondeur. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'être solo-fondeur, ça veut juste dire que c'est beaucoup plus dur. Et souvent, quand on est solo-fondeur, on est un solitaire et on accepte tous les défauts d'être solitaire. Et ils sont nombreux, en fait. Alors évidemment, quand on est cofondateur, on accepte les problèmes d'être cofondateur, c'est-à-dire d'être plusieurs, que ça peut mal tourner, qu'on peut se battre, qu'on peut se taper sur la gueule, qu'on peut divorcer, qu'on peut s'en vouloir. Mais c'est comme dans un couple. C'est quand même plus sympa de vivre avec quelqu'un que de vivre seul. Après, de temps en temps, ça finit mal. Mais c'est pas parce que ça finit mal de temps en temps qu'on remonte pas à cheval, qu'on recommence pas, etc. Donc, pensez à ça. Oubliez toutes les histoires. Alors évidemment, quand vous avez des cofondateurs qui sont complémentaires en compétences et unifiés en culture, c'est le rêve. Je ne vous dis pas le contraire. Maintenant, est-ce que c'est réellement possible autrement que par la chance? Non. D'ailleurs, c'est pour ça que les meilleures équipes fondatrices sont des gens qui se sont rencontrés enfants. Parce que quelle est la plus grande probabilité d'avoir une forte diversité de compétences, mais une grande homogénéité culturelle? C'est d'avoir grandi ensemble. Vous avez 3 potes, vous avez grandi ensemble. Il y en a un, il est devenu ingénieur, l'autre, il est devenu designer, et le troisième, il fait des sales. Et ils se connaissent depuis qu'ils ont 4 ans. Évidemment que ça donne des équipes. On en a 2-3 comme ça dans The Family. Ça donne des équipes invraisemblables. Parce qu'ils ont une sorte de relation personnelle qui est quasi familiale. Donc ils se connaissent par cœur, ils ont tout vécu, ils ont eu des problèmes, des hauts, des bas, ils ont eu 20 ans de leur vie pour apprendre à se connaître. Et en même temps, ils ont eu des parcours de vie un peu différents, parce qu'il y en a un qui préférait les sciences, un qui préférait les lettres, et puis les choses se sont faites un peu de façon hasardeuse. Et résultat, ils partagent une culture et une amitié très forte, alors qu'ils n'ont pas les mêmes compétences. Ça marche. Mais le faire artificiellement, c'est hyper dur. D'ailleurs, quand vous cherchez un cofondateur, arrêtez de le chercher. Faites des choses avec des gens. Moi, je n'ai pas rencontré Alice parce que je cherchais une cofondatrice. J'ai rencontré Alice parce que j'ai travaillé pour des dizaines et des dizaines de projets en consultant. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur Alice. J'ai eu un coup de foudre. Et pareil pour Nicolas. Je n'ai jamais cherché Nicolas comme cofondateur. Nicolas, je le connaissais depuis 7 ans quand on a créé The Family, ou 5 ans. 5 ans. Ça fait 10 ans que je connais Nicolas. Donc, c'est vraiment important d'avoir une relation préalable forte. Jamais de la vie je me serais associé à Nicolas si je ne l'avais pas connu pendant 5 ans. C'est pas possible. Surtout Nicolas. Il faut au moins ça pour le connaître. Donc vous avez besoin de temps, vous avez besoin de créer. Et donc, un des grands problèmes que je vois avec les gens qui veulent être entrepreneurs, c'est leur timeline perso par rapport au projet. Vous savez, la moyenne d'âge d'un projet réussi, c'est 45 ans. Je ne sais pas si vous le savez, ce genre de réalité. Mais le summum quand on est entrepreneur, c'est 40 ans, parce qu'on commence à avoir 20 ans d'expérience.
Mais ce n'est pas 45 ans après avoir passé 25 ans chez L'Oréal. Non, c'est 45 ans après avoir passé 20 ans à faire des choses. Et donc, passer 20 ans à faire des choses, ça veut dire quoi? Ça avoir des projets, être freelance, rencontrer des gens, faire des choses. Et votre première boîte n'est pas forcément la boîte ultime. Vous n'avez pas besoin de faire les choses parfaitement. Vous pouvez être solo fondeur, faire une boîte, avoir des employés, la vendre, ensuite vous associer avec un mec que vous avez rencontré pendant un dîner, faire des choses ensemble, ensuite ça ne marche pas, construire autre chose. La vie est longue. Faites confiance à la vie. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin tout de suite. Souvent, j'ai l'impression que les gens prennent les conseils qu'ils entendent sur Internet, ils en font des checklists et ils se disent que le but du jeu, c'est d'être parfait dans chacune des cases. Ben, ça ne marche pas, ça. C'est pas comme ça, en fait, que ça marche. Ça marche, c'est quand on est extraordinaire dans une case et qu'on n'est pas dans le reste. Donc, si vous n'avez pas d'équipe fondatrice qui vaut le coup, vaut mieux être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais aussi, des fois, les gens cherchent des cofondateurs à des endroits absurdes. Récemment, j'ai eu une histoire où je me suis dit, les gens sont dingues. Ouais, vraiment dingues, en fait. On a une boîte de The Family où le mec est solo fondeur. Et à chaque fois qu'il vient, il vient avec un de ses potes. Et son pote parle plus du projet que lui. Et puis, à un moment, je lui dis, mais c'est qui ce mec, en fait? Ouais, c'est mon pote. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est mon pote? Il a l'air de connaître le projet mieux que toi, ce qui est d'ailleurs un peu bizarre entre nous. Hein. Il a l'air d'être à fond, machin. Tu lui as proposé d'être cofondateur? Ah ouais, non, ce serait génial, mais il voudra jamais. Ah ouais? Essaye. Le mec revient une semaine après, j'avais l'impression d'avoir donné, vous savez, le conseil au petit garçon ou la petite fille, dit, va lui parler à ton amoureux. Ah, c'est fou, elle m'a fait un bisou. Ouais, t'as fait un bisou, bah ouais. Et maintenant, ils sont associés. Et je me suis rendu compte que les gens avaient des gens obvious autour d'eux et qu'ils étaient juste pas capables de comprendre que c'est aussi leur rôle de les convaincre de switcher. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent « Ouais, j'ai rencontré personne pour être mon cofondateur. » Pourquoi? Parce qu'ils cherchent quelqu'un qui veut être cofondateur. Mais Alice et Nicolas, ils ne voulaient pas être cofondateurs. Ils avaient tous les deux un boulot. C'est moi qui, à un moment, ai dit « On arrête de déconner, on fait un truc ensemble, les gars. » Vous avez quand même, à un moment, besoin de quelqu'un qui aligne les gens. Et vous avez besoin... Si à un moment, souvent les gens disent « Ouais, j'ai proposé et les gens n'ont pas voulu. » Ben pour moi, c'est un test, ça. Si vous n'êtes pas capable de convaincre votre meilleur pote de se lancer avec vous, comment vous voulez convaincre qui que ce soit de faire quoi que ce soit pour vous, en fait? Si la personne qui vous connaît le mieux, qui vous aime le plus, se sent pas à l'aise à perdre 18 mois de sa vie au pire, vous m'expliquez comment vous espérez un jour convaincre 1000 personnes, 200 clients, faire des trucs impossibles? Il y a un moment, il faut rappeler aux gens qu'être entrepreneur, c'est faire des choses qui ne sont pas faciles et que la plupart des gens considèrent difficiles. Et c'est aussi ça, le vrai test entrepreneur. Être entrepreneur, ça ne vous est pas dû. Oui, il y a des gens qui sont meilleurs à convaincre les autres de les rejoindre. Oui, il y a des gens qui sont meilleurs à faire des choses que d'autres. Oui, il y a des gens qui ont du charisme, de l'ambition, qui vibrent. Mais c'est parce qu'ils méritent plus d'être entrepreneurs que les autres. Je veux dire, c'est quelque chose qui se mérite d'être entrepreneur. Ce n'est pas quelque chose qui vous est dû. On a l'impression un peu en ce moment que être entrepreneur, c'est quelque chose qui est dû à tout le monde. D'ailleurs, on dit, nous, anyone can be an entrepreneur. On n'a pas dit everyone. Hein, il y a une grande différence entre anyone et everyone. Anyone, c'est-à-dire que l'entrepreneur, il peut venir n'importe où. Everyone, ça veut dire tout le monde est entrepreneur. Mais ce n'est pas un dû entrepreneur. Et les gens devraient beaucoup plus prendre ce genre de moments comme des tests sérieux. Si vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un d'être votre cofondateur et que vous n'êtes pas à vous considérer du genre solitaire et absolu et capable de tout surmonter tout seul et en vous en foutant des autres, si vous êtes dans cette intersection où vous avez besoin des autres, mais vous n'êtes pas capable de les convaincre, bah c'est peut-être tout simplement que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Vous avez peut-être juste simplement raté le premier test. Et entrepreneur, c'est plein de tests comme ça. Et il faut simplement l'accepter, se regarder en face et dire « Bon, ok, je ne vais pas faire ça, je vais faire autre chose. » Et il y a plein de façons d'être entreprenant.
Je veux dire, les entrepreneurs n'ont pas le monopole d'être entrepreneurs. Vous pouvez rejoindre un projet, être instrumental, vous pouvez être employé et être formidable, vous pouvez avoir une vie extraordinaire sans jamais être le CEO ou le cofondateur d'un projet. Je veux dire, il n'y a pas que eux qui ont des vies qui valent le coup d'être vécues. Et je peux vous dire que ça vient avec un prix que la plupart des gens ne veulent pas payer de toute façon. Donc détendez-vous. Est-ce que vous voulez passer 5 ans à manger des pâtes envers et contre tout, quoi? Je veux dire, il y a des moments où être entrepreneur, c'est pas drôle. Et si c'est pas drôle, c'est parce que les gens qui le sont, c'est plus fort qu'eux. Il faut aussi avoir conscience de ça, quoi. Alors, si vous trouvez ce cofondateur à qui vous faites confiance, commence l'étape numéro 2, qui est la construction de l'équipe. Alors, 2 choses. L'équipe, il y a 3 phases quand on construit une équipe. Il y a pré-product market fit, post-product market fit et scale. Pré-product market fit, mon conseil, gardez l'équipe la plus petite possible. Et si vous avez besoin d'une grande équipe pré-product market fit, vous êtes dans la merde. Je veux dire, l'une des boîtes les plus dures de The Family, c'est Agricool. Parce que Agricool, c'est une boîte qui, pré-product market fit, a besoin de beaucoup, beaucoup de gens. Construisez des conteneurs, des usines, des machins. C'est horrible, ces boîtes-là. Horrible. Vous n'imaginez pas à quel point elles sont dures à construire. Et surtout quand c'est votre première boîte. Quand c'est votre première boîte, faites attention à construire quelque chose de simple, sur lequel vous pouvez être vite sur le marché et vite gagner de l'argent pour écrire une première histoire facile que les gens peuvent reconnaître comme étant une histoire entrepreneuriale. Ne sous-estimez pas à quel point votre première œuvre n'a pas besoin d'être votre chef-d'œuvre. Vous pouvez construire plusieurs œuvres avant d'écrire un chef-d'œuvre. C'est comme ça dans l'art, c'est comme ça dans l'entrepreneuriat. Maintenant, pré-product market fit, l'équipe, c'est horrible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'argent pour la payer. Vous ne savez pas réellement combien vous pouvez payer les gens. Pourquoi? Parce que la façon dont on paye les gens dépend du type de product market fit qu'on a. Si vous avez un product market fit extraordinaire, vous pouvez payer les gens de façon extraordinaire. Si vous avez un product market fit avec très peu de marge, vous avez besoin d'avoir une culture où vous payez mal les gens. Et les inégalités de salaire entre les boîtes sont terribles. Par exemple, vous prenez une boîte comme Free. Free, c'est un opérateur télécom low cost qui compte chaque centime. Free ne peut pas payer les gens au-dessus du prix de marché. Si par contre vous êtes chez Goldman Sachs, il y a tellement d'argent que vous pouvez payer une secrétaire plus cher qu'un ingénieur chez Free. Pourquoi Goldman Sachs paye les assistantes des MD plus cher que ne gagne la moyenne d'un ingénieur débutant chez Free? Tout simplement parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur pognon. La masse salariale est tellement faible comparée à l'argent qu'ils gagnent qu'ils peuvent se permettre de gaspiller de l'argent par la fenêtre et ça crée de la cohésion sociale. Si vous payez chez Goldman Sachs une assistante le prix qu'on paye une assistante chez Free, l'ambiance va être vachement mauvaise au bureau. Parce que quand elle verra passer le salaire du MD, ça va créer beaucoup de ressentiment. Et ce que les gens ne comprennent souvent pas sur les salaires, c'est qu'on ne paye pas quelqu'un pour sa valeur, on paye quelqu'un pour la valeur qu'il crée dans le contexte où il est, comparativement à l'ensemble des salaires de l'entreprise. Il n'y a pas un market rate de la secrétaire. Une secrétaire qui travaille pour un PDG ne gagne pas plus sa vie parce qu'elle est meilleure. Elle gagne plus sa vie parce que de toute façon, le PDG gagne des sommes tellement indécentes qu'il faut donner des sommes indécentes pour une secrétaire pour créer une cohésion sociale. Sinon, il y a du ressentiment, sinon il y a des troubles, sinon il y a des choses pas sympas qui se créent dans l'entreprise. Et le problème, c'est que quand vous êtes pré-product market fit, vous n'avez que de l'espoir là-dessus. Vous ne savez pas quel est votre taux de marge, vous ne savez pas quel est votre taux de bénéfice, vous ne savez pas si vous allez avoir beaucoup de clients. Évidemment que vous pouvez imaginer que votre boîte sera une billion de dollars, mais pour l'instant, vous n'avez aucune preuve concrète sur le fait que ça le sera. Vous n'avez que de l'espoir. Donc, pré-product market fit,
ne créez pas d'équipe. Essayez de... Alors, je vais vous dire un truc que personne ne vous dira, mais les startups ont ça d'horrible, qu'en général, les 20 ou 30 premiers employés sont rarement les 20 ou 30 employés qui restent à la fin. Pourquoi ? Parce que comme elles sont assez peu attractives en termes de talent, les gens les plus brillants et les plus compétents rejoignent rarement ce genre de start-up. Les gens brillants et compétents, ils ont des opportunités dans des start-up beaucoup plus grosses. Et donc, vous avez des cycles naturels de remplacement où les gens se font remplacer par des gens qui sont bien meilleurs dans leur boulot. Et c'est pour ça que quand vous constituez votre équipe, l'erreur de débutant que tout le monde fait, c'est de donner des titres gonflants à des gens trop tôt. Vous savez, les startups, c'est souvent l'endroit où il y a un Chief Technology Officer, Chief Product Officer, Chief Marketing Officer, avec des stagiaires. Sauf que le problème, le jour où vous embauchez vraiment votre Chief Marketing Officer, il faut retirer le titre du mec et le donner au nouveau qui arrive. Et souvent, les gens disent « Ah, c'est qu'un titre. » Ouais. C'est que de l'ego. Ouais. Non, l'ego, c'est le truc le plus important dans la vie. Vous savez, il y a des procès au prud'homme. Si vous voulez avoir une vraie leçon de management, vous allez sur le site des prud'hommes et vous regardez pourquoi les gens attaquent au prud'homme. Et notamment, il y a ces procès très célèbres de changement d'étage. Vous savez qu'il y a des gens qui attaquent au prud'homme parce qu'ils ont été changés d'étage dans un bureau. Ils étaient au 5e étage, ils sont passés au 3e étage. Ils attaquent. Et alors les gens ont des réactions comme ça, ils disent « mais c'est absurde, c'est vraiment con les gens ». Mais non, les gens ne sont pas cons. Retenez cette hypothèse, les gens ne sont jamais cons. Je sais que ça peut paraître bizarre comme hypothèse, mais en fait les gens font toujours des choses profondément rationnelles. Quand vous êtes dans une entreprise traditionnelle et qu'il y a une hiérarchie, et il y a du statut. Quand on vous passe du 5e au 3e étage, on vous dit que vous êtes une sous-merde. Vous pouvez faire semblant de ne pas comprendre et vous pouvez faire semblant de dire que ce n'est pas important. En fait, c'est essentiel. Parce que vous êtes dans ce genre de boîte. Parce que vous êtes dans une boîte où ce genre de truc est important. Et donc, on ne peut pas vous dire le jour où ça vous arrange, ouais, en fait, c'était pas important. Non, en fait, si, c'est important, je sais que c'est important, donc je vais t'attaquer au prud'homme. Et d'ailleurs, la plupart des gens, ces gens gagnent au prud'homme, en fait. Et ils ont raison de gagner au prud'homme. Parce que si vous êtes assez con pour créer une culture d'entreprise où vous mettez le patron au 6e étage, les VP au 5e, les principals au 3e, les ingés au 2e et les stagiaires au 1er, et qu'un jour vous passez un mec du 5e étage au 1er étage en disant « Non, mais c'est simplement de la réorganisation logistique », eh bien, il ne faut pas vous étonner que les gens ils vous attaquent et qu'ils gagnent. C'est normal, en fait. Et de la même façon, c'est pour ça que c'est hyper important d'instaurer une culture du travail et de l'effort dès le début, et que quand les gens viennent et demandent des titres, vous leur dites non. Parce que pourquoi les gens dans les startups donnent des titres ? Parce que non seulement les startups n'attirent pas les gens les plus compétents au début, mais en plus elles attirent les gens qui ont l'ego le plus gonflé. Et donc les gens, ils viennent pourquoi ? Ils viennent parce que justement, ils vont avoir le titre de Chief Marketing Officer ou de Chief machin. Et ils vont être trop contents de dire aux gens qu'ils ont ce titre-là. Et donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez une responsabilité à vous dire vaut mieux ne pas embaucher quelqu'un qu'embaucher quelqu'un qui accorde de l'importance à ce genre de choses. Mais imaginez que vous donnez ce titre à quelqu'un. Moi, je le vois dans mes startups parce que, évidemment, c'est la règle, personne ne m'écoute à The Family, contrairement aux apparences. Et donc, je raconte toujours ça aux entrepreneurs et je finis toujours avec des startups qui ont des chiffres. Et en général, post-série A ou post-série B, j'ai toujours la même conversation. Je ne comprends pas, là on veut embaucher machin et on veut lui donner ce titre. Donc on a dit au mec que maintenant il serait plus ce titre-là. Mais en plus c'est trop drôle parce que résultat, ça crée des hiérarchies. Vous avez un chief qui a des heads et les heads, ils ont des directors, mais il n'y a toujours pas de salariés. mais qui dirige quoi en fait? Et donc le mec dit oui, j'ai proposé à notre chief marketing que maintenant il serait head of marketing, il est vexé comme du poisson pourri. Pourtant, on savait bien que c'était pas important. Parce que les gens ils disent c'est pas important, vous savez comment? Donc ça donne un truc comme ça, l'entretien d'embauche. Donc voilà, on pensait t'embaucher au marketing. Ah oui, mais ce sera quoi mon titre? Bah, je sais pas, le titre que tu veux. Ah ouais, d'accord. Non mais parce qu'en fait, moi je pensais que c'était un poste de CMO
Oui, oui, bah, c'est un CMO, mais bon, bah, c'est pas important. Oui, oui, c'est pas important. Voilà, définition de c'est pas important. Et puis 2 ans plus tard, vous retirez le titre au mec et le type dit ah, quoi? Mais c'est une honte, ça fait 2 ans que je suis là, le mec est arrivé depuis une semaine. Ouais, mais le mec, il a 20 ans d'expérience. Il était Chief Marketing Officer dans une boîte où il y a 400 personnes. Toi, tu étais chief de 3 stagiaires. Donc en fait, non. En fait, tu vas lui donner le titre. Ouais, bah, je démissionne. Et ce qui est dingue, c'est que les entrepreneurs, à ces moments-là, comme ils portent la culpabilité, ils comprennent même pas en fait que ils sont bénis des dieux quand les mecs démissionnent. Parce que quand les mecs ne démissionnent pas et qu'ils ont ce genre d'attitude de terroriste, c'est terrible en fait. Ils viennent, ils pourrissent l'ambiance, il y a des guerres infernales, etc. Mais, encore une fois, je ne le reproche pas aux employés. Si on vous donne un titre de chief machin, le jour où on vous l'enlève, c'est un désaveu. C'est pas la peine de faire semblant que ça l'est pas. Il faut être complètement con et être un entrepreneur, pour le coup, pour faire semblant que ces choses-là ne sont pas importantes. Mais bien sûr qu'elles sont importantes. Le mec est sous-payé de toute façon. Évidemment qu'il lui reste que ça. Imaginez, mettez-vous toujours empathiquement à la place des gens. Les gens, ils ont des potes qui gagnent 2 fois mieux leur vie qu'eux. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire pour pas passer pour des cons? Ben, qu'ils ont des responsabilités. Ces responsabilités, ça s'incarne dans quoi? Dans un titre. Et au moment où la boîte marche, vous leur enlevez le seul truc qu'ils ont eu pendant 2 ans. Et après, les gens disent, c'est quand même bizarre. Ils sont pas très sympas, ces gens. Mais non, ils sont rationnels. Ils sont parfaitement rationnels. Et en fait, le con dans l'histoire, c'est toi. C'est l'entrepreneur. Parce que le jour où il y a eu le dialogue, par exemple, nous, on l'a tout le temps, ce dialogue à The Family. Les gens, ils viennent et disent « Ah, je vais être directeur ». Je leur dis toujours la même chose. Vous verrez, les titres à The Family, ça mourir de rire. Je leur dis, soit tu inventes un titre que personne comprend, et ça, tu as le droit. Tu peux être Head of Fairy, Head of Fairy Tale, Chief Happiness Officer. Vas-y, fais-toi plaisir. Soit tu portes le titre de ton département. Par exemple, Fellowship. Il n'y a pas de Fellowship Manager. Et alors, il y en a toujours un pour aller me foutre un Fellowship Manager. Mais tu manages quoi? Il n'y a personne que tu manages. Et en fait, on est vraiment radical là-dessus. Et les bonnes boîtes le sont. En général, c'est les second-time entrepreneurs qui comprennent cette connerie. Tous les first-time entrepreneurs font la connerie des titres. Hein. Rassurez-vous, détendez-vous. Moi, je l'ai fait. Moi, j'avais réussi à créer des chiefs, des VP. J'avais créé le VP en dehors, entre le chief et le head. Et il n'y avait que des stagiaires. Donc je la connais l'histoire, je la connais par cœur en fait l'histoire. Mais évidemment quand on est entrepreneur, comme on n'a pas grand chose à offrir, mais en fait c'est parce que fondamentalement on ne croit pas assez dans ce qu'on fait. La chose la plus dure quand on est first time entrepreneur, c'est de croire qu'on est en train de faire quelque chose d'important. C'est de croire qu'on est en train de faire quelque chose de suffisamment précieux pour que le simple fait d'y participer suffise. Oui, c'est mal payé, oui, il n'y a pas de titre. Oui, tu auras des problèmes à expliquer à ton entourage pourquoi tu es là, mais par contre, on va s'amuser, on va faire des choses dont tu seras fier toute ta vie. Ça, si vous êtes capable de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire ça, vous verrez que vous passerez une étape en termes de management. Parce qu'au pré-product market fit, vous ne pouvez rien promettre. Ensuite, il y a l'équipe post-product market fit. Alors là, créer une équipe, c'est un enfer, parce que maintenant, tout le monde sait objectivement ce que votre boîte vaut, et vous avez un désalignement terrible entre le fait que vous voulez consacrer un maximum de moyens à la croissance et que les gens veulent avoir un maximum de reward de court terme. Et c'est le moment le plus conflicté entre les entrepreneurs et les employés. Pourquoi? Parce que pré-product market fit, tout le monde a travaillé dur pour un espoir. Là, maintenant, l'espoir, il est concret, l'argent, il rentre, et la question, c'est comment on répartit cet argent. Est-ce qu'on consacre cet argent pour aller chercher plus de croissance, ou est-ce qu'on consacre cet argent pour rewarder les gens qui sont là pendant la phase d'avant? Alors, 3 outils. Outil numéro 1, l'hypertransparence. Beaucoup trop d'entreprises, en 2018, pensent qu'on est encore en 1980.
Et by the way, beaucoup trop d'entrepreneurs expérimentés donnent des conseils aux jeunes entrepreneurs sans savoir qu'il y a eu un shift de génération terrible en termes d'ambiance. Vous appartenez à une génération qui ne supporte pas le manque de transparence et qui ne supporte pas être pris pour des cons. L'histoire des hommes d'affaires MEDEF, années 80, qui gagnaient des millions en se faisant passer pour des pauvres avec des chaussettes trouées dans Paris Match, vous connaissez cette histoire? C'est la grande mode dans les années 80 de tous les PDG qui étaient pris en photo dans Paris Match, c'était d'avoir des trous dans leurs chaussettes pour faire homme du peuple. Et oui, c'est la génération de nos parents, les gars. Enfin, et les mecs osent venir nous donner des leçons. Résultat, ils n'ont pas compris, en fait, que fondamentalement, les gens ont demandé de la transparence, du respect, et que comme l'information, elle est maintenant transparente, vous pouvez toujours comparer l'argent que vous faites avec l'argent que les autres font. Par exemple, Glassdoor est un très bon site pour ça. Et puis, il y a des listes anonymes de salaires, et vous avez tous des potes, et maintenant, demandez par texto ou par WhatsApp à un de vos potes combien il gagne dans une entreprise pour un poste équivalent. L'espoir que vous avez en tant qu'entrepreneur de pouvoir aller arnaquer vos salariés, elle est proche de zéro. Donc, l'hyper-transparence est hyper importante. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et toute info que vous voulez cacher, je peux vous garantir que quelqu'un la connaîtra. Notamment, moi, mon truc le plus drôle, c'est les fondateurs qui cachent leur salaire. Parce que quand une boîte est post-product market fit, c'est le moment où les fondateurs commencent à avoir des vrais retours sur investissement en termes de salaire. Il faut savoir que maintenant, les fonds d'investissement ont compris que sous-payer les entrepreneurs, ce n'était pas bon pour la boîte. Que bien payer un entrepreneur une fois que le product market fit est là, c'est plutôt agréable, que le mec, il n'a plus de problème à la maison, et qu'à un moment donné, il est hyper important que les gens soient à l'aise financièrement pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, le problème, c'est que les fondateurs, ils augmentent leur salaire, mais ils augmentent le salaire de personne d'autre, et ils espèrent que ça ne se saura pas. Et qu'est-ce qui se passe dans 100% des cas? Eh bien, ça se sait. Parce qu'il y a toujours un document sur la Dropbox qui traîne, il y a toujours une nana à la compta qui va parler à un mec qui est l'assistant du patron et qui va l'apprendre et qui machin. Où il va toujours se passer un leak d'informations et l'entrepreneur ce jour-là sera dans la situation où il aura cassé la confiance avec son équipe. Donc l'hyper-transparence, c'est hyper important. Ensuite, le deuxième outil, c'est que si vous êtes transparent, vous devez expliquer le plan et vous devez mettre 100% des gens de votre équipe dans un plan très concret sur combien ils gagnent, pourquoi ils le gagnent, comment ça va monter et comment c'est lié aux résultats de l'entreprise. Et vous devez sortir des logiques de bonus et rentrer dans des logiques de montée des coûts en même temps que la montée des revenus. Et vous devez vous mettre d'accord avec l'équipe sur quel est le pourcentage qui va à la croissance et quel est le pourcentage qui reste pour récompenser les gens qui ont déjà travaillé pendant longtemps. Et si vous n'êtes pas capable de faire ce travail-là en cohésion, alors attention, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas un vote, c'est faites quelque chose qui est faire, expliquez-le, et les gens qui ne sont pas contents, il faut leur faire prendre la porte. Mais au moins, vous avez un plan précis sur lequel les gens peuvent s'appuyer et ils peuvent se positionner, je suis content, pas content, et si je ne suis pas content, ben, je peux aller faire autre chose de ma vie. Et alors ça, c'est hyper important, que ce soit les employés ou les entrepreneurs, il faut arrêter de se comporter comme si on était des ouvriers dans les Vosges. C'est un truc que je ne comprendrai jamais en France, que ce soit les cofondateurs qui partent des boîtes ou les employés qui se font virer, il y a une espèce d'ambiance où on est tous des ouvriers dans les Vosges, du textile, et si l'usine ferme, on ne retrouvera jamais du travail. Si vous avez moins de 40 ans, que vous êtes dans une start-up et que vous êtes compétent, votre employabilité, normalement, elle est au top. Donc, s'il y a un endroit où vous n'êtes pas content, bah, vous arrêtez de faire chier les gens, vous partez, vous trouvez un endroit où vous êtes plus content. Parce que cette espèce de truc où vous êtes en permanence dans la lutte, l'emphase, la râlerie,
et je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Mais c'est vrai aussi pour les entrepreneurs. Moi, je n'ai jamais compris comment les entrepreneurs en France peuvent supporter d'avoir des gens dans leur équipe qui ne sont pas d'accord avec leurs décisions. Il y a un mec qui n'est pas d'accord avec vos décisions stratégiques ou vos positionnements et tout, vous lui montrez la porte. Et vous payez ce qu'il faut payer pour lui montrer la porte. On n'arrête pas de dire aux entrepreneurs c'est impossible de virer en France. Non, c'est impossible de virer gratuitement en France. Mais il y a un moment, c'est un cost of business. Il y a un mec dans votre équipe, il faut lui donner 6 mois de salaire pour qu'il parte, mais vous lui donnez 6 mois de salaire et vous passez à autre chose dans votre vie. C'est quoi cette espèce de truc? Si quelqu'un est dans votre équipe et ne supporte pas votre stratégie ou n'est pas bon, c'est qui le responsable? C'est vous en tant qu'entrepreneur. C'est quoi cette espèce de mythe qu'en fait, c'est les gens qui ne bossent pas qui sont responsables? C'est vous qui l'avez. Personne vous a forcé à l'embaucher. Vous lui avez fait passer des tests. Vous lui avez fait passer des entretiens. Vous avez foiré lamentablement. Et vous voulez qu'en plus, ce soit gratuit? Que, en fait, quand vous foirez votre sélection, c'est gratuit? Mais non. Vous payez, vous raquez. Vous donnez les mois qu'il faut pour que la personne ne vous fasse pas chier et que vous passez à autre chose dans votre vie. Nous, à The Family, on a viré 35 personnes en 5 ans. On est amis avec 34 d'entre eux. Bon, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Mais si vous faites les choses en respect, en franchise, vous dites aux gens, écoute, ça ne marche pas, voilà tes indemnités, voilà la porte, on n'a jamais quelqu'un qui nous a dit, ah là là, c'est une honte. Non, les gens ont pris leur chèque, on dit, bon, ça ne l'a pas fait. D'ailleurs, 100% des gens qu'on a virés, on les a recommandés. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'on savait très bien pourquoi ça ne marchait pas chez nous. C'est jamais des problèmes de compétences. C'est des problèmes de fit, c'est des problèmes... Vous avez quelqu'un de très rigide qui rejoint notre équipe. On n'a pas vu qu'il était rigide. Vous imaginez dans une équipe chaotique la catastrophe pour quelqu'un de rigide? Il a l'impression d'être en milieu hostile permanent. Ben, à un moment, vous lui dites, écoute, on va arrêter de se faire du mal, hein, tu vas partir, on va te donner de l'argent, mais va dans cette boîte, ils sont aussi rigides que toi. Vous allez vous sentir bien entre mecs comme ça. Et voilà. Et d'ailleurs, super heureux. Cet employé nous adore. Enfin, c'est vraiment... on a l'impression d'avoir changé sa vie, quoi. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était rigide. Bon, bah maintenant, quelqu'un lui a dit, elle cherche que des gens rigides. Et c'est pas... Être souple, ça a des désavantages autant qu'être rigide. Quand vous êtes une boîte chaotique comme The Family, vous avez des downsides qui sont différents des downsides que vous avez quand vous êtes une boîte rigide. Mais il n'y a pas un modèle qui est bon et un modèle qui est mauvais. Il n'y a que des choix. Les choix existent parce qu'ils portent en eux... Oui, c'est le truc de yin et de yang. Dans tout yin, il y a un yang. Dans ton yang, il y a un yin. C'est la même chose. C'est que vous avez besoin d'un équilibre où à chaque fois que vous choisissez quelque chose, vous devez payer les conséquences de ce que vous n'avez pas choisi. Donc, deuxième règle, mettez en place des plans de rationalisation des rémunérations et d'explication concrète de qui est payé quoi, pourquoi, comment, et mettez quelque chose en place qui est cohérent. Ça ne sert à rien d'essayer de... Alors, by the way, les 3 erreurs qu'on fait tous quand on est entrepreneur la première fois, on négocie les salaires avec les gens. Moi, je ne négocie jamais aucun salaire avec les gens. On fait des offres, les gens, ils prennent les offres, ils les prennent pas, ils les prennent pas. Vous n'êtes pas un marchand de tapis. Si vous faites des offres faire et que la personne ne l'accepte pas, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de payer ce qu'elle a besoin. Et si vous n'êtes pas capable de payer ce qu'elle a besoin, elle va dans une entreprise où elle aura ce qu'elle a besoin. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que sinon, vous commencez à payer pour le même job des gens à des tarifs très différents. Et quand vous commencez à payer pour le même job des gens à des tarifs très différents, vous n'êtes plus faire. Ça devient inexplicable. C'est un point hyper important. Ensuite, le deuxième sujet fondamental, c'est que... le troisième point, c'est que les histoires de rémunération, c'est dynamique. Vous avez besoin de réévaluer vos politiques de rémunération quand vous êtes Product Market Fit tous les 6 mois. Vous avez besoin de faire des one-to-one avec les gens hyper régulièrement. Et toutes ces histoires de bonus annuels, d'évaluation annuelle de la performance, c'est des trucs de grandes boîtes qui ne s'occupent pas des gens. Je ne comprends pas pourquoi les startups pensent que les grands groupes ont quoi que ce soit à leur apprendre sur comment diriger leur boîte. Les grands groupes trouvent des optimisations qui sont dues à leur taille. Et c'est-à-dire que c'est des systèmes qui ne marchent pas, mais comme ils ont des tailles géantes, ils n'ont pas le choix.
Pourquoi les grands groupes font des évaluations annuelles de performance? C'est parce qu'il y a tellement de monde que vous ne pouvez pas faire plus rapide qu'annuel. C'est pas parce que les grands groupes trouvent que c'est la panacée de voir un mec qu'une fois par an. Vous imaginez un feedback une fois par an dans une start-up où tous les mois, les choses changent fondamentalement? Nous, on conseille aux start-up, personne dans une start-up devrait passer un mois sans faire un one-to-one. Pas un mois qui doit... Et un feedback qui n'est pas donné immédiatement dans une équipe est un feedback qui ne vaut rien. Rien. Si un mec fait quelque chose devant vous qui n'est pas bon, vous lui dites « ça vaut quelque chose ». Si au bout d'un an, vous dites à un mec « alors, ton travail, ça va pas », moi je me dis « mais moi je serais salarié ». Au bout d'un an, on me dit que ça fait un an que je fais un truc qui ne va pas, mais je lui pète la tape sur la tête, quoi. Je ne pouvais pas me le dire avant, connard. Ça fait un an que je m'emmerde. Donc vraiment, essayez de mettre du rythme et prenez soin des gens. Si vous prenez soin de votre équipe prendra soin de vous. Et c'est vrai dans toutes les entreprises. Je veux dire, qu'est-ce que les entreprises traditionnelles ont de fondamental à apprendre dans les startups? C'est que les startups, c'est jamais une décision de quoi. C'est toujours une décision de qui. Tout le monde a envie de réfléchir à la stratégie. C'est un truc qui me fascine, moi. La passion des gens pour la stratégie. Vous savez, en général, les stratégies dans les startups, ça se résume en 3 lignes. Faire un bon produit que les gens veulent, le distribuer là où les gens l'achètent et essayer de ne pas trop foirer tout ce qu'il y a autour. Je pense qu'à peu près, je viens de vous résumer la stratégie de 95% des startups. Là. Peut-être qu'il y a 5% de startups un peu régulées qui ont des trucs du genre éviter la police comme critère. Mais à part ça, je veux dire, c'est qui ces bouffons qui pensent vraiment que ça apporte de la valeur de passer 5 heures dans une pièce à réfléchir? Parce que quand bien même, ok, imaginons que vous allez réfléchir à la stratégie commerciale et que grâce à 3 mois de réflexion, vous allez faire 20% de performance en plus. De toute façon, vous êtes à 0. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Si ces 3 mois, vous les aviez passés à faire l'annuaire de A à Z, vous iriez beaucoup mieux. D'ailleurs, un de mes meilleurs moments dans l'histoire de The Family, c'est un déjeuner qu'on a organisé avec les fondateurs de Star of Service. C'était un déjeuner un peu piège, mais j'avais pris tous les entrepreneurs qui me gonflaient. C'est ce que j'appelle les intellos bloqués. C'est tous les gens qui sont très intelligents, mais ils sont tellement intelligents que c'est vraiment dangereux pour eux. Et ils sont paralysés, quoi. Ils vont se poser une question, la question va amener une question, qui va donner une question, et la question, en fait, n'est qu'une grande question. Tu te sens visé, mon pote? Il y a elle à côté qui fait « Écoute !» Super le soutien. et donc, une espèce de truc, vous ne savez pas comment en sortir. Et alors, le sujet, c'était quelle est la bonne stratégie marketing? Et alors, Star of Service, c'est une de mes boîtes préférées. Vraiment, Dieu sait que j'aime ces mecs. Parce que chez eux, la réflexion, c'est plutôt j'agis et je réfléchis après. C'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, j'avais organisé un déjeuner avec eux et il y avait les entrepreneurs. Et donc, la question, c'était « Ouais, Star of Service, c'est génial, votre truc. C'était quoi la stratégie marketing ?» On appelait les gens au téléphone. Ouais, d'accord, mais comment vous décidiez d'appeler les gens au téléphone? On a pris l'annuaire de A à Z. Excuse-moi, je ne comprends pas la question. Comment tu veux faire, en fait? Comment ça, l'annuaire? Les pages jaunes. On a scrappé les pages jaunes et on écrit à tout le monde. Mais comment ça? Ouais, puis à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des pages jaunes dans tous les pays. Donc on fait ça dans 60 pays. Mais ça marche. Bah ouais, on est 180 employés. Je peux vous dire, ils sont tous sortis de là, ils étaient c'est quoi les pages jaunes? Et en fait, à votre avis, entre quelqu'un qui optimise 10 heures de réflexion et quelqu'un qui agit pendant 10 heures, lequel des deux gagne? Et imaginez que le mec qui agit pendant 10 heures est vraiment à côté de la plaque et bête. C'est le mec qui est à côté de la plaque qui est bête. Pourquoi? Parce qu'il aura agi. Donc même si... D'ailleurs, c'est une erreur que font très souvent les commerciaux. Moi, je vois souvent dans The Family, les mecs, ils me disent, voilà, j'ai 10% de conversion sur 100 leads, je vais essayer de passer de 10 à 20% de conversion.
Pourquoi ne pas passer de 100 à 1000 leads? Si vous passez de 10 à 20% de conversion, ce qui est déjà un effort titanesque, vous imaginez, c'est-à-dire que 100% de performance en plus sur la conviction. Ça vous parlez à 100 personnes et au lieu d'en convaincre 10, vous allez en convaincre 20. Donc vous allez passer des heures à raffiner votre argumentaire. Vous allez passer des mois et des mois à tester des trucs, trouver des machins, essayer de développer un truc complètement dingue pour passer de 10 à 100 à 20. Vous passez de 100 à 1000 leads, vous passez de 10 à 100 clients. 5 fois le résultat de l'autre. Vous n'avez rien besoin de changer. Vous n'avez même pas besoin de réécrire un doc commercial. Et d'ailleurs, vous savez ce qui se passe quand vous passez de 10 à 100 clients? En général, vous savez, les 10% de conversion que vous n'aviez pas, les mecs se disent « Ah putain, il y a tous ces gens-là qui utilisent, moi aussi je vais utiliser. » Et ça se fait tout seul en fait. Et en fait, vous avez des effets réseau qui se produisent. Mais les gens mettent leur effort au mauvais endroit parce que les gens ont tendance à valoriser leur intelligence sur leur action. Et quand vous construisez une équipe, c'est la même chose. Quand vous construisez une équipe, vous avez besoin non pas des gens les plus intelligents et les brillants. Vous savez, il y a un grand malentendu dans les startups sur la notion de A-player. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent dans les startups, il faut embaucher des A. Le problème, c'est qu'en France, on a une définition complètement débile de ce qu'est un A. Notamment, on a une boîte à The Family. La dernière fois, je parlais avec eux et ils me disaient qu'il a enfin trouvé un assistant et le mec a fait l'école centrale. Et je lui dis, oh là là, tu sais que ça va devenir une catastrophe. Il me dit pourquoi? Il me dit parce que d'abord le mec, tu ne pourras jamais l'appeler assistant, tu vas devoir l'appeler adjoint. Elle me dit ah ouais c'est vrai, il m'a demandé ça. Je la connais l'histoire. Et puis en fait tout ton travail d'assistant, il ne le fera jamais. Donc il va ne faire que augmenter et il voudra faire que des choses où il ne sait pas faire, c'est-à-dire être ton adjoint, prendre des décisions, réfléchir stratégiquement, tous les trucs de relou quoi. Et ça n'a pas manqué. Et après, donc il s'est fait virer au bout de 3 mois et il m'a dit, on m'a dit qu'il fallait des A. Alors moi j'embauche un A. Je dis, oh là. Donc toi tu te dis, j'embauche un assistant, je veux assistant niveau A, tu penses centre un lien. Il est où le problème en fait? Non, quand les Américains ils disent, on n'embauche que des A, ils ne savent même pas le diplôme qu'ils ont les A. Non, c'est pour chaque job, j'embauche le meilleur qui a passé les interviews. Et je vais chercher des pools de candidats tellement larges que je peux choisir quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les assistants moyens dans les boîtes américaines, c'est toujours les mecs et les filles les plus extraordinaires de la boîte. Parce qu'ils vont chercher des gens qui ont toujours rêvé d'être assistants. Et on le voit dans tous les films américains, si vous regardez Suits, pourquoi Donna est l'un des personnages les plus intéressants? Parce que c'est une assistante moyenne d'un grand cabinet d'avocats. Parce que dans tous les grands cabinets d'avocats, les assistants sont des gens dingues. Parce que c'est des gens, pendant 15 ans, ils sont super bien payés, ils ont des carrières incroyables, et ils ont toujours eu envie d'être assistants et de donner le meilleur d'eux-mêmes en tant qu'assistants. C'est très anglo-saxon, ça, comme approche. C'est l'idée qu'il n'y a pas de saut métier, et donc il n'y a pas une histoire de hiérarchie de métier. Et on le voit dans la construction des équipes, quelle est l'erreur que tous les entrepreneurs font? C'est de promouvoir des gens à leur niveau d'incompétence. Vous avez un excellent ingénieur, qu'est-ce que vous en faites? Un très mauvais manager. Si vous êtes le meilleur ingénieur, en général, la probabilité que vous soyez le meilleur manager, elle est plutôt décorrélée. De temps en temps, il y a des mecs touchés par la grâce, c'est des ingénieurs incroyables, des managers incroyables, et puis en plus ils sont beaux, fidèles, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est rare. La vérité, c'est qu'en général, plus vous êtes bon techniquement, moins vous êtes bon en tant que manager. Et c'est pour ça qu'il faut décorréler la promotion technique de la promotion ingénieur et manager. Vous devez pouvoir gagner plus d'argent que votre manager, parce que manager, c'est un boulot, c'est pas un titre. Manager, c'est celui qui fait que les équipes communiquent entre elles, respectent les deadlines et expliquent à la direction où on en est. C'est pas un truc hiérarchique. Mais le problème, c'est que comme on en crée un truc hiérarchique, on crée une culture qui va avec, et ensuite on dit à un ingénieur, mais non, tu ne vas pas devenir manager, tu es plus important, et le mec, il voit bien qu'autour de lui, les seuls gens valorisés sont justement les gens qui sont managers. La preuve, tous les managers sont mieux payés que lui. Si vous avez des ingénieurs qui sont mieux payés que les managers, les gens, ils n'ont plus envie d'être managers.
D'un seul coup, les gens ils disent ouais, je suis manager parce que j'aime ça. Ils ne sont pas managers parce qu'ils vont gagner plus d'argent. Vous comprenez? C'est pour ça que la distinction, la culture dans une entreprise, ce n'est pas ce qu'on déclare, c'est comment on paye les gens et comment on promeut les gens. Et arrive le troisième moment de toute entreprise que je vous souhaite, qui est le moment de scale, qui est un moment forcément plus flou pour les gens, plus rare. C'est que si vous avez survécu à cette phase de product market fit, vous avez ensuite des équipes où le plus dur, c'est de tenir contre le spleen. C'est beaucoup plus facile de survivre que de vivre. C'est beaucoup plus facile de motiver les gens quand on est à la guerre, que tout va mal, qu'il y a plein de problèmes à résoudre, que quand tout va bien et c'est le train-train. Et là, il faut faire quelque chose que la plupart des entrepreneurs ne savent pas bien faire, c'est assumer la transition. C'est assumer que les choses ne vont pas être pareilles et que maintenant, les gens ne sont plus les mêmes types de gens. Pour vous donner une image, c'est comme le passage de l'enfance au monde adulte. Quand vous êtes adulte, vous ne pouvez pas réellement définir ce qui fait de vous un adulte. Il n'y a aucun critère objectif qui fait de vous être un adulte, à part le fait que vous choisissiez d'être adulte. Mais il n'y a pas un truc du genre... personne n'a reçu un certificat un jour où quelqu'un est venu le voir et lui a serré la main et lui a dit « Bravo, tu es adulte, mon frère ». Non, il n'y a pas de certificat d'adulterie. Mais le problème, c'est que quand vous êtes une entreprise, il y a toujours un moment où vous devez décider en tant qu'entrepreneur qu'il est temps de stabiliser et qu'il est temps de reconnaître que les arbres ne touchent pas le ciel, qu'il n'y aura plus de croissance et qu'il va falloir faire entrer des gens très différents et qu'il va falloir laisser les gens du début partir faire autre chose. Parce que les gens qui aiment faire la guerre sont rarement des gens qui gèrent bien la paix. Et ce passage-là est un passage forcément assez abstrait. Pourquoi je vous le raconte aujourd'hui? Parce que je pense qu'à long terme, les choses qu'on accepte à court terme passent mieux. Si vous avez conscience, si vous arrêtez de croire que votre boîte est là pour toute votre vie, mais que vous comprenez qu'il y a toujours une date de début, une date de fin, eh ben vous ne vous comporterez pas de la même façon quand il y aura des décisions très importantes à prendre. Le grand problème des entrepreneurs, c'est qu'ils ont tendance à se considérer comme des salariés de leur entreprise au lieu de se considérer comme des actionnaires de leur entreprise. Et c'est le truc le plus important. Quand vous construisez l'équipe, quand vous choisissez votre cofondateur, vous devez penser comme le premier investisseur de votre boîte. Vous êtes finalement, souvent les entrepreneurs se voient eux contre les investisseurs, alors qu'en fait, les investisseurs sont beaucoup moins alignés avec eux que ne les eux-mêmes sont avec la boîte. Un investisseur, il a 10 boîtes. Donc s'il y en a une qui plante, il y en a 9 qui peuvent marcher. Un entrepreneur, il n'en a qu'une seule de boîte. Un entrepreneur, c'est un actionnaire qui n'a le droit d'investir que dans une seule entreprise. Ça veut dire que vous devez avoir un ethos d'actionnaire, mais en plus un ethos d'actionnaire beaucoup plus prudent que les VC autour de vous. C'est le monde à l'envers, le fait que les entrepreneurs veuillent prendre plus de risques que les VC. C'est parce que les VC en France ne savent pas ce qu'ils font. Je veux dire, si les VC en France savaient ce qu'ils faisaient, on aurait des grandes boîtes du numérique françaises. On n'en a pas. Pourquoi? Parce que les mecs pensent que leur rôle, c'est d'être le garde-fou avec l'entrepreneur. Mais non, l'entrepreneur, en termes d'alignement d'intérêts, c'est celui qui a besoin de préserver les intérêts de sa boîte. Le VC, c'est celui qui a besoin de le motiver à faire quelque chose de gros. C'est en ça qu'est un bon VC. C'est un VC qui permet à l'entrepreneur de se dépasser. Comme un entraîneur d'exception aux Jeux Olympiques, c'est un type qui vous aide à vous dépasser, qui vous permet de faire le dernier mile, ce que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir faire, qui vous permet de faire la dernière longueur où vous pensez que si vous la faites, vous allez couler. Et vous vous rendez compte qu'en fait, non, vous ne coulez pas. Et ce rôle de cheerleader / coach, il est extrêmement important dans les startups parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de comprendre que vous n'êtes pas un employé de la boîte. Le travail dans votre boîte, un jour, sera fait par des gens autres que vous. Vous croyez vraiment que Larry Page et Sergey Brin, ils travaillent dans Google? Mais ça fait très longtemps qu'ils ont arrêté de bosser. Mais ils font des choses que personne d'autre ne peut faire. Ils prennent des décisions. Ils choisissent des choses qu'aucun autre dans l'entreprise ne peut choisir de faire. Mais il n'y a que les entrepreneurs français.
pour passer 15 ans dans une boîte et au bout de 15 ans être toujours des micro-managers comme le premier jour. Et en plus en être fiers et aller faire les malins. C'est une culture de merde. Parce que c'est une culture qui est fondée sur le fait que ces types-là n'ont jamais réussi à se dépasser eux-mêmes et n'ont jamais réussi à comprendre que le but du jeu, c'est que l'entreprise, elle vive en dehors de vous. Pour vous redonner une dernière image, moi, ma maman, elle m'a toujours dit que le but de l'éducation, c'est que les parents peuvent mourir tranquilles. Un entrepreneur qui a réussi sa boîte, son seul critère de réussite, c'est qu'il peut mourir et la boîte continue. Combien d'entrepreneurs ont atteint ce stade avec leur boîte? Très, très peu. Parce qu'ils ont leur ego au mauvais endroit et qu'ils pensent que le fait d'être indispensable, c'est la seule chose qui va les protéger dans leur boîte. C'est faux. Le fait d'être indispensable, c'est être un bottleneck. Être un bottleneck, c'est ne pas laisser l'entreprise pouvoir atteindre son plein potentiel. Merci beaucoup. Alors, question. Vas-y, parle fort. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, hier tu parlais des restaurants qui scalaient au deuxième restaurant, ils fermaient parce que le patron faisait tout le taf. Moi j'ai ce problème en fait dans ma boîte, j'ai bâti ma valeur sur les clients, tout le care et tout ça. Et, comment on fait pour scaler du coup ce genre de truc et pas avoir ce problème de fermer à la deuxième ouverture? Eh ben, il faut faire un process de transfert. Il faut prendre le process de transfert très au sérieux. Par exemple, avant, quand les boîtes apply à The Family, elles me rencontraient moi. C'est exponentiel le nombre de boîtes qui apply à The Family. Donc en clair, je pourrais maintenant passer ma journée qu'à recevoir les gens qui rejoignent The Family et ne rien faire d'autre en fait. Alors tout le monde m'a dit oui, mais les gens ils viennent pour toi, c'est impossible. Ouais. Mais bien sûr. Le truc, c'est que comment font les gens habituellement pour déléguer un truc comme ça? Bah, du jour au lendemain, ils créent une équipe, ils disent maintenant c'est plus moi, c'est eux, bon courage. L'équipe, c'est catastrophique, évidemment, parce que c'est pas toi. Et puis là, tu paniques, et soit tu micromanages, et bah, c'est horrible, soit bah, tu admets que c'est merdique, et les gens disent ah, c'est plus comme avant. En fait, le bon process, c'est de comprendre qu'un transfert, ça se fait en 3 étapes. En étape numéro 1, il faut commencer à le faire non plus de façon artisanale, mais en réfléchissant à c'est quoi le process et c'est quoi les critères. Par exemple, moi j'ai commencé à me dire, ok, pourquoi lui je lui ai dit oui ou non? Commencer à vraiment essayer d'être explicite là-dessus dans ma propre tête. Ensuite, le deuxième process, tu embauches une équipe avec qui tu le fais en permanence. C'est-à-dire que tu embauches 2 ou 3 personnes et tu fais avec eux comme tu le faisais avant, mais tu fais 100% des rendez-vous avec eux. Et moi, j'ai été pousser le vice jusqu'à leur présenter tous les entrepreneurs qui avaient été sélectionnés dans The Family et leur faire revivre leur entretien de sélection. Et donc, c'est 1 an d'investissement. Et au bout d'1 an, tu viens à un rendez-vous, tu les laisses faire un rendez-vous sur 4 tout seul, puis un rendez-vous sur 2, puis 3 rendez-vous sur 4, puis plus aucun rendez-vous. Et tu as fait un vrai passage de témoin. Mais les passages de témoins, c'est des choses à prendre très au sérieux. Mais il n'existe aucune chose que tu fais que quelqu'un ne peut pas faire mieux que toi. C'est juste qu'il faut lui laisser le temps et il faut accepter les erreurs du début. Et évidemment, au début, quand tu passes, bah, le 1 rendez-vous sur 4, de temps en temps, il y en a un qui est raté. Mais là, il faut être solide. Il ne faut surtout pas le reprocher. Il faut comprendre pourquoi il est raté. Et il faut construire. Mais il faut que tu admettes que la courbe, elle n'est pas comme ça, mais que la courbe, elle est comme ça. Tu as des pics, en fait. À chaque fois que tu lâches du lest, ça tombe un peu, et hop, ça reprend. Et tu dois être à l'aise avec ça. Mais déléguer quelque chose, c'est un investissement hyper profond. Mais tu dois avoir cette croyance que tout ce que tu fais, quelqu'un peut mieux le faire que toi. Si tu n'as pas cette croyance, si tu crois que tu es unique et que tu es quelqu'un de spécial et tout, ça ne marche pas. Et notamment, tu dois aussi comprendre que, bah oui, ça met du temps. C'est pas, tu dois avoir la bonne... Moi, j'avais un horizon d'1 an en tête. C'est long, 1 an. C'est pas genre, allez, vas-y, la semaine prochaine, ça y est, c'est délégué, quoi. Et c'est un bonheur.
Moi, je vois plus aucune boîte qui rentre à The Family. Putain, mais comment je suis heureux. Non, mais t'imagines l'enfer que c'était ma vie? C'est horrible de passer ta vie à dire non aux gens. Maintenant, j'ai que le bon côté, les gens ils sont pris, ils me trouvent sympa. C'est eux qui sont vus comme les connards, c'est plus moi. Enfin, non, les gens ne voient pas. En fait, si tu perçois la beauté de la délégation et tu vois la joie que ça va te procurer, le process devient aussi plus simple. Il faut vraiment avoir cet horizon en vue de voir ça comme une libération. Question. Ouais. Bonjour, merci à votre conférence. J'aimerais savoir aussi la question de la culture, mais culture de l'entreprise. Comment The Family qui a construit votre culture, comment vous construire la culture de l'entreprise et par où au début pour éviter les problèmes et les erreurs après. Les questions de culture d'entreprise, en fait, la culture d'une entreprise, ça se construit pas, ça se subit. Et ça se subit par les gens que tu embauches. La culture de ton entreprise, en général, c'est les 10 premières personnes que tu embauches. Si tu fais bien ton travail sur les 10 premières personnes de ton entreprise, la culture sera assez évidente. Donc la culture, c'est pas les conneries que tu écris sur le mur. Parce que souvent, les gens écrivent des choses qui ne sont pas des cultures. C'est rare d'écrire des trucs aussi durs. Nous, on écrit des trucs sur les murs qui sont des vraies cultures. Parce qu'en fait, une valeur d'une culture d'entreprise, c'est quelque chose que tu peux reverse et qui est valable quand même. Prenons un exemple. Si vous dites « ma culture, c'est la transparence », ça, c'est une valeur. Pourquoi? Parce que dire « notre culture, c'est le secret », c'est valable aussi. Donc, si vous pouvez retourner la valeur et avoir quelque chose qui reste acceptable, eh ben ça veut dire que c'est quelque chose de fort. Si vous dites « ma culture, c'est le courage », ben vous pouvez dire « ma culture, c'est la prudence ». Vous voyez, vous ne pouvez pas être courageux et prudent à la fois. Si vous êtes soit prudent, soit vous êtes courageux. Vous espérez qu'un mec qui gère une centrale nucléaire est plutôt du côté prudent que du côté courageux. Si le mec a une chance sur 1000 que ça pète, vaut mieux qu'il ait peur de cette chance. Vous voyez, c'est pas le mec, ouais, nous ici on est des warriors, allez, allume la centrale, boum, merde, encore. Il va vraiment falloir qu'on revoie nos process, les gars. Donc, trop souvent, les entreprises, par exemple, la dernière fois j'étais à la SNCF et ils ont écrit « Nous sommes innovants ». Ah bah merci les gars. Tu crois vraiment qu'un mec peut écrire dans un hall « Nous sommes des ringards » Non, tout le monde a besoin d'être innovant. L'innovation, ce n'est pas une culture. Par exemple, personne ne peut écrire sur son mur. Par exemple, imagine ici, notre valeur, c'est l'honnêteté. Bah oui, mais en fait, c'est un peu une condition sine qua non, l'honnêteté. Si quelqu'un écrit « Nous sommes malhonnêtes », à la rigueur, t'es une mafia, quoi. Ouais. Bon, t'es une organisation occulte. Mais forcément, c'est compliqué, en fait. Donc, les valeurs, c'est pas ce qui est écrit sur les murs. Les valeurs, c'est en fait 3 choses. C'est qui tu embauches, comment ils sont payés et comment ils sont promus. C'est ça qui incarne la valeur d'une entreprise. Par exemple, j'adore moi les boîtes qui disent on est collaboratif et qui promeuvent tous les connards, qui le sont pas du tout. Les gens sont pas cons. Ils savent très bien qu'il faut pas être collaboratif en fait. Un autre exemple que j'ai eu récemment, c'est une de nos boîtes qui nous dit « Ouais, on a écrit notre manifesto. » Et dans le manifesto, ils ont écrit « We are one team, we are all together. » Pardon. Et c'est une boîte où tout le monde est payé à la commission en « Eat what you kill ». Et le plus grand jeu dans la boîte, c'est de parler à un max de clients avant que les autres parlent pour pouvoir que dans le CRM, la com soit attachée à eux. Et les mecs ont osé écrire dans leur manifesto « We are all together, we are one team ». Et je me dis, mais en fait, les gens sont fascinants en dissonance intellectuelle. Hein. Tu sais, ils mangent du quinoa toute la semaine, ils prennent de la cocaïne le week-end, enfin, pourquoi en fait? Fais-toi un burger, mon frère. Enfin, tant qu'à faire en fait. Donc, et ça c'est pareil, fais pas ce que je dis, mais dis ce que je fais pas, quoi. C'est vraiment très étrange. Et en fait, il n'y a pas besoin de... Quand on est une boîte de 1000 personnes, 2000 personnes,
C'est des moments où il faut faire très attention parce qu'il faut écrire sa culture, parce qu'on n'a plus un contrôle informel sur les gens. Et donc, il y a des gens qui peuvent être embauchés sur des malentendus qui vont bousiller la culture. Mais jusqu'à 1000 personnes, la culture, c'est un truc évident. Tu vois, tu viens en The Family, tu passes une semaine avec nous, tu la connais, notre culture. Je veux dire, ça transpire de partout, en fait. Parce que les gens qui ont été embauchés incarnent ce truc-là. Si tu prends les 10 personnes les mieux payées de The Family, chacune d'entre elles incarne un aspect de la culture The Family. Question? Comment faire pour entreprendre dans un domaine qu'on ne connaît absolument pas? En apprenant tout sur le sujet. Mais est-ce qu'il faut d'abord tout apprendre et après entreprendre? Il faut faire en même temps, ou en même tant temps qu'à faire. Tu seras juste un mauvais entrepreneur un peu plus longtemps que la moyenne. C'est pas grave. Mais il n'y a rien qui ne puisse pas s'apprendre. Hein. Enfin, tu peux te faire des trips dans la vie avec Internet et apprendre des trucs, mais c'est Internet plus les livres, c'est... je me demande dans le monde dans lequel on va, comment les experts vont faire... ça doit être vraiment terrible de se sentir expert dans quelque chose. Les experts, c'est vraiment c'est un truc en voie de disparition, quoi. Ouais. Je sais pas, récemment, je vais souvent, moi, dans des conférences absurdes, j'adore ça. J'adore me faire inviter à parler devant des milieux... c'est un des grands kiffs de mon boulot, c'est d'avoir accès à des gens, machin. Et récemment, j'ai été invité par une nana incroyable. Elle est chasseuse de serpents. Donc, je vous explique, ceci est un vrai métier. Elle vous montre des vidéos où en fait elle va dans la jungle, elle va au fin fond du monde et elle travaille pour l'industrie pharmaceutique où elle récupère des venins de serpents rares. Et donc comment on récupère le venin d'un serpent? On se met devant le serpent, on fait comme ça pour que le serpent attaque, on fait un truc comme ça, le serpent attaque, on attrape le serpent quand il attaque et on lui plante dans les dents un truc, machin. Alors le problème c'est que de temps en temps ça rate et donc elle vous montre son bras et sur tout son bras elle a les cicatrices de serpent de toutes les fois où elle a glissé, elle n'a pas attrapé le mec, machin. On s'est fait piquer par des cobras royales, des machins, donc elle a les antidotes, machin. Elle vous raconte ça. Bon. Et elle vous dit, voilà, j'ai vu vos vidéos en ligne, j'adore, on organise le congrès international des chasseurs de serpents. J'aimerais que vous veniez parler. Et alors, c'est incroyable. Déjà, est-ce que vous saviez que ce métier existait? Bon, moi non plus. Voilà. Ensuite, vous allez vous rencontrer... Alors, ils ont tous des... Alors, autant elle en jette, mais alors je vous dis pas les mecs comment ils en jettent aussi, quoi. Ils ont tous des gueules d'Indiana Jones, parce que évidemment, il faut être hyper sportif, parce que ils font de la randonnée, du trek, de l'escalade. C'est des athlètes hyper complets, les mecs, en fait. Et alors, 1 litre de Cobra de l'Amazonie, de je sais pas quoi, c'est des prix, c'est des 150 000 euros, 200 000 euros, donc ils sont tous richissimes. Et bah oui, faut y aller. Quand elle te montre la vidéo où elle attrape un anaconda et elle chope le venin de l'anaconda, tu comprends que ça vaut un peu d'argent, quoi. Tu te dis, ouais, c'est un truc. Et donc, la conf, c'était... donc, ils étaient tous ensemble et ils avaient amené des speakers d'inspiration. Alors, franchement, j'ai pas compris pourquoi. Hein. À mon avis, c'est à eux d'aller inspirer des gens, mais bon. Très bien, j'étais payé pour ça. Tout. Et alors, toute la journée, il y avait les confs étaient alternés avec des trucs de chimie sur les venins, etc. Et à chaque fois qu'il y avait un mec qui faisait une presse, c'était assez obscur. C'était des trucs de chimie du genre Cobra rencontre cafard, formule chimique de je sais pas quoi, donne ça. Et il n'y a pas un mot chimique que j'ai cherché qui n'avait pas une page Wikipédia. Et je me suis dit, putain, Internet, quoi. Vous vous rendez compte, c'est quand même dans le genre marché de niche, les mecs spécialistes des venins. Et ben les mecs se sont dit, on va aller écrire des pages Wikipédia sur les formules chimiques des venins de serpents avec les formules de bivalence, de tétravalence et de machin. Et j'ai passé une journée trop drôle, quoi. J'ai appris plein de trucs
en chimie des serpents. Et d'ailleurs, j'avais très peur des serpents. Et ben maintenant, je suis vraiment, vraiment paniqué. En fait, le nombre de serpents mortels sur Terre est beaucoup plus impressionnant qu'on croit. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'il y a des serpents qui ont des trucs du genre chimique, hyper graves, toxiques et tout. Donc, non, c'est la folie, mon frère. Apprends ce que tu veux et fais en même temps. La meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. T'as pas lu des livres avant de rencontrer ta première meuf. Bon, c'est pareil. Merci beaucoup. Ciao.